Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est un honneur pour Antoine Wey et pour moi d'être ici au Cameroun, aux côtés de nos confrères. Les kilomètres, les océans, les montagnes, les déserts ne nous empêchent pas d'avoir une vision commune de la liberté. J'allais dire des libertés, qu'il s'agisse de la liberté individuelle ou des libertés publiques. J'ai pu lire ça et là qu'il pourrait, au conditionnel, s'agir d'une ingérence, puisque nous sommes français. Nous ne sommes pas des militants politiques, nous ne sommes pas des représentants consulaires, nous ne sommes pas une autorité secrète, quelle qu'elle soit. Nous sommes deux avocats qui sont honorés qu'on leur ait demandé d'intervenir dans ce dossier. Il y a, vous le savez, une procédure camerouno-camerounaise, et il y aura peut-être une procédure camerouno-genevoise, camerouno-française. Bref, le Cameroun n'est pas isolé dans le monde. Il a ratifié une convention qui est notamment la Convention des droits civils et politiques, dite Convention de New York. Et ces traités, évidemment, engagent votre pays d'un point de vue juridique et d'un point de vue judiciaire. Voilà pourquoi nous sommes ici. Quel est le premier constat que nous faisons? Nous avons d'abord rencontré nos clients à la maison d'arrêt. Je dois dire que les choses ont été assez simples, à la fois pour l'obtention d'un visa, il faut le dire parce que c'est vrai, et à la fois pour pénétrer à la maison d'arrêt. Un peu plus simple hier qu'aujourd'hui, mais enfin, nous avons pu voir nos clients. Parmi eux, le professeur Canto. Il redit ici, par ma voix, qu'il est tout à fait prêt à discuter avec le président Paul Biya. Il a une formule que je vais reprendre à mon compte, qui est explicite et qui dit beaucoup de choses. Il dit « Quelqu'un qui revendique sa victoire peut discuter avec celui qui la conteste ». Est-ce que ce message sera entendu? Il est parfaitement possible qu'une rencontre soit organisée. C'était presque naturel dans la bouche du professeur tout à l'heure. Il disait « Mais j'ai été ministre de Paul Biya, j'ai déjà conversé avec lui. Je souhaite pouvoir discuter avec lui, les yeux dans les yeux, et lui dire un certain nombre de choses et entendre ce qu'il a à me dire. » Nous, on n'est pas venus ici pour mettre de l'huile sur le feu, vous l'entendez bien, vous le comprenez bien. On veut apaiser une situation qui est une situation ubuesque et qui peut se régler avec un peu de bonne volonté. Quel est le premier constat qu'on peut faire tous ensemble, de façon très objective, sans polémique? Le premier constat, c'est que 3 des leaders importants de l'opposition sont détenus. Le professeur Planto, bien sûr, M. Dzongang et M. Paul-Éric Kingé. Si j'ose dire, l'opposition est un peu décapitée. Alors, quand on rentre dans le détail de la procédure, on se rend compte qu'on reproche essentiellement aux uns et aux autres, mais on leur reproche gravement au point qu'ils encourent la peine capitale. Ça n'est tout de même pas rien. D'abord une marche, qui est une marche pacifique. Je ne veux pas faire de comparaison hasardeuse, mais nous avons en France les Gilets jaunes. En Algérie aussi, dans tant d'autres pays. Alors, je ne sais pas si cette marche était autorisée, mais il semblerait qu'aucune marche ne soit autorisée quand elle émane de l'opposition. Ça n'est pas mon problème. C'est une chose qui a été évoquée hier. Donc voilà cette marche pacifique. Mais il y a des gens qui ont été interpellés qui n'étaient pas dans la marche, qui encourent aussi la peine de mort, d'où le caractère saugrenu, singulier, ubuesque des poursuites. Je pense en particulier à Paul-Éric Kingé. Il n'est pas dans la marche, tout le monde le sait. Et il se voit reprocher, lui, le fait d'avoir en quelque sorte rappelé à l'État camerounais qu'il avait une créance tenant à une détention arbitraire, judiciairement avérée aujourd'hui. Et la seule réponse à cette doléance légitime, ça n'est pas le paiement de la créance, mais c'est une nouvelle incarcération. Arbitraire, peut-être comme la précédente, les juges le diront. D'ailleurs, à propos, nous avons rencontré les magistrats.
Nous avons d'abord rencontré le commissaire du gouvernement, qui est au tribunal militaire l'équivalent du procureur. Il était assez surpris de nous voir, à vrai dire, et il nous a dit qu'il ne connaissait rien du dossier. Il nous a dit qu'il fallait rencontrer le juge d'instruction. Mais il a précisé que le juge d'instruction n'était pas là. Alors on lui a quand même rappelé qu'il avait été saisi d'une requête, je vous en parlerai dans un instant, sur les questions de compétences, qu'il avait requis, qu'il était intervenu dans le cadre de la procédure. Je pense même qu'il était présent quand le professeur a été entendu par le juge d'instruction. Il nous a dit non, il faut que vous voyiez ça avec le juge d'instruction, mais il est absent. Et il s'avère qu'en sortant, le hasard est malicieux, il fait parfois bien les choses, nous avons rencontré le juge d'instruction. Alors le juge d'instruction nous a dit, mais moi j'attends pour trancher ma compétence, parce que c'est l'un des problèmes, c'est un problème important, des requêtes ont été déposées par mes confrères camerounais. La question c'est de savoir pourquoi c'est un tribunal militaire qui se charge de ce dossier. Alors que les détenus ne sont pas des militaires, ce sont des civils. Alors qu'il existe un certain nombre de textes que vous devez connaître, vous les journalistes, bien mieux que l'avocat français que je suis. Alors le juge a dit, mais moi, je vais trancher ma compétence à la fin de la procédure. Et alors à un moment, on lui a dit, mais vous pourriez quand même envisager la mise en liberté. Il a répondu, mais comment vous me demandez la mise en liberté alors que vous dites que je suis incompétent? Alors on lui a dit, mais vous étiez quand même compétent pour les mettre en détention. Vous pouvez retrouver votre compétence pour les libérer. Et là, on a eu des explications plutôt vagues, à vrai dire, insatisfaisantes. Je vous indique tout de suite, ce sera la fin de mon propos, qu'on va redéposer très rapidement une demande de mise en liberté. Donc les questions qui se posent en droit, et là cet objectif, c'est pas polémique, c'est pas insultant, que l'on soit de tel ou tel parti, de telle ou telle obédience politique, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Les problèmes qui se posent, c'est premièrement la question de la compétence, deuxièmement la question du caractère arbitraire de la détention. Vous avez un code de procédure pénale, il y a des textes, il y a des règles. J'affirme, je suis en mesure d'affirmer à l'instant que la garde à vue, par exemple, est totalement illégale. Elle est totalement arbitraire. Et alors, il y a quand même des choses, vous voyez, quand on entend les uns et les autres, on ne peut, quand on est avocat, qu'être un peu interpellé. Il y a par exemple notre consoeur Michel Sonia Danguet, qui explique qu'elle a été blessée par balle. Alors il y a toute une polémique qui est née de cela, puisque d'aucuns ont dit mais il s'agit d'armes de guerre, d'autres ont dit mais non, pas du tout. Il s'agit en réalité d'armes qui ne sont pas des armes de guerre, mais qui sont des armes dangereuses. Et le hasard des choses, là encore, est curieux. Il s'avère qu'on a en France en ce moment, là, tout de suite, exactement la même discussion pour le flashball. Des opticiens, vous l'avez vu, se sont réunis pour demander un moratoire sur l'utilisation de ces armes par la police en disant qu'elles pouvaient être dangereuses. Mais ce que nous avons entendu hier nous a laissé sans voix parce que le juge d'instruction a dit mais tout ça c'est un simulacre. Elle a simulé, elle n'a jamais été blessée. On a même entendu qu'elle aurait été maquillée par un maquilleur. Tout à fait. Alors on a des vidéos, elles circulent. J'appelle les uns et les autres à retourner les voir. On voit très clairement des trous dans la chair. Elle a été très gravement blessée. Et ça, nous pouvons en attester. 4 impacts. Voilà. Alors ensuite, peu importe avec quel type d'arme, ça n'est pas des armes de guerre à l'évidence, ça n'est pas de la mitraille métallique, mais ce sont des armes susceptibles de blesser, de faire très mal. Ça, c'est une certitude. Il y a aussi la situation de Célestin, qui aussi a été blessé dans des conditions sur lesquelles je ne veux pas m'étendre. Et regardez, il y a dans tous ces détenus un symbole qui est un symbole fort. Il y a toujours un symbole quand la liberté est entravée. Vous avez un chanteur qui est en prison et qui encourt aujourd'hui la peine de mort dans votre merveilleux pays parce qu'il a marché, parce qu'il a chanté. Le chant de la liberté, peut-être, j'en sais rien. Mais quand même, ça doit nous interpeller. Et je ne pense pas, moi, que l'on puisse perdurer dans cette situation. C'est pour ça qu'on ne vient pas ici dans un esprit polémique, dans un esprit vengeur, dans un esprit vindicatif. On en appelle à la sagesse du pouvoir pour qu'on trouve une solution rapidement. Il n'est pas normal que ces hommes soient détenus, ces hommes, ces femmes, soient détenus dans ces conditions. Je veux aussi vous dire, parce que ça c'est une réalité, que leur garde à vue, je l'ai déjà dit, est illégale, arbitraire, qu'ils ont été transportés pendant plus de 6 heures
dans des conditions qui sont inhumaines et dégradantes. Pardon de vous le dire, comme des bestiaux. Les hommes étaient menottés, ils ont dit presque les larmes aux yeux hier qu'ils avaient été interdits d'uriner, que c'était impossible de le faire avec les menottes, et les femmes ont été traitées dans des conditions pires encore. Certaines d'entre elles avaient leurs règles, elles n'ont pas pu bénéficier du minimum d'hygiène en la matière. Ça, pardon de le dire, mais pour des avocats, quels qu'ils soient, partout dans le monde, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur appartenance politique, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Il y a, dans les choses qu'on reproche aux uns et aux autres, mais de façon différente, vous le savez, l'histoire de l'ambassade du Cameroun à Paris. Alors, nous allons voir si les autorités camerounaises ont déposé une plainte entre les mains du procureur de la République de Paris. Moi, j'attends la réponse. Parce que le parquet de Paris, s'il est saisi par l'ambassadeur, il met en branle l'action publique. Il y a des enquêteurs qui viennent et qui identifient les auteurs. Là, on n'a aucun nom, mais on dit le professeur Canto est complice par instigation du saccage de l'ambassade sans que l'on sache rien sur ce saccage ou sur ce soi-disant saccage. Moi, je ne veux pas me prononcer, je n'en sais rien, je n'ai pas d'éléments, il faut rester prudent. Toujours est-il qu'une culpabilité, ça se démontre, et qu'une complicité par instigation, ça se démontre. Quand, comment, par quels moyens, à qui a-t-on demandé, pour quelles raisons, enfin, tout ça, ça doit faire l'objet d'une véritable réflexion. Alors, nous en sommes maintenant, si vous le voulez, à des procédures qui sont camerounaises. Moi, je ne peux pas intervenir, mais il s'avère que je suis accessoirement juriste, que je sais que vous avez ratifié des conventions internationales, que la Convention de New York garantit une forme de procès équitable, que lorsque l'on présente une requête pour évoquer la compétence ou l'incompétence, on doit avoir une réponse judiciaire qui est différente de celle que l'on nous a fournie hier. Je vous rappelle que le commissaire du gouvernement ne savait rien de cette affaire, et je vous rappelle que le juge d'instruction était censé être absent. Il semble d'ailleurs qu'on ait changé de juge d'instruction il y a peu de temps pour des raisons qui m'échappent, mais peu importe. On doit avoir une réponse. Et les observateurs que vous êtes, mais quels qu'ils soient, je le dis, quels qu'ils soient, quelle que soit leur obédience, sont en mesure, doivent demander impérativement des réponses judiciaires. Parce que l'une des grandes garanties de la justice et de son impartialité, c'est son caractère public. Public. Il n'y a pas une démocratie qui se respecte où la justice n'est pas rendue publiquement, où des journalistes peuvent venir, où des avocats peuvent librement exercer les droits de la défense. Donc, soyez vigilants là-dessus aux réponses que l'on va apporter. Et on ne peut pas apporter de réponse favorable à une compétence militaire dans ce dossier-là. C'est clair. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis plein d'espérance en me disant que le pouvoir judiciaire, peut-être le pouvoir politique, va forcément réagir et ne va pas laisser perdurer une situation comme celle-là. Vous savez, le professeur Canto qu'on quitte là nous dit « mais moi je souhaite discuter, je souhaite... la porte n'est pas fermée, on n'est pas dans une crispation. Mais il faut qu'on puisse valoir un certain nombre des droits qui sont les nôtres. » Alors, je vais en terminer. Il y a donc cette procédure camerounaise, et puis il y a des procédures internationales à envisager. Il y a l'ONU, il y a l'Europe, il y a... vous le savez, l'Europe a déjà dit son petit mot sur cette affaire, et d'ailleurs il y a une réponse du gouvernement qui, en droit, mériterait d'être commentée, ce que je ne ferai pas ici, parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais si on lit ce que préconise l'Europe et la réponse qui a été fournie, il y a franchement matière à discuter. Il y a ensuite un groupe de travail sur la détention arbitraire, vous savez que ça existe, et naturellement, nous n'hésiterons pas à le saisir. Il y a aussi des procédures franco-françaises que l'on envisage, mais sur lesquelles, moi, je souhaite vous dire que on envisage, pardon, le mot est un peu grandiloquent, une espèce de moratoire. On attend un peu, parce qu'on se dit, il n'est pas possible, au fond, que cette situation perdure. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Alors, nous souhaitons, nous, rencontrer la présidence pour évoquer cette situation complètement, franchement, clairement, et nous allons, dans les jours qui viennent, représenter une nouvelle demande de mise en liberté. Le juge d'instruction, qui ne veut pas, en tous les cas à ce stade, maintenant, hier, pour être précis,
envisager la liberté parce qu'il dit vous ne pouvez pas contester ma compétence et me demander de remettre en liberté, il peut d'abord changer d'avis, évidemment. Et nous disons que ces hommes et ces femmes qui sont détenus ont tous et toutes des garanties de représentation. On peut d'ailleurs les soumettre, pourquoi pas, à un contrôle judiciaire. On peut leur interdire, pourquoi pas, en tous les cas dans un premier temps, de quitter le territoire national, le temps que les investigations soient conduites. C'est sûr. Bon, donc nous, on va attendre un tout petit peu pour voir comment se dénoue la situation ici. On va être en contact permanent avec nos confrères. Et puis, on va regarder ça de l'Europe avec nos yeux, avec beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention. Et on espère vraiment que les autorités judiciaires ou politiques retrouvent la voie de la sagesse et de l'apaisement. Voilà ce que, mesdames, messieurs, je souhaitais vous dire. Merci. Est-ce que